Avant même que la lame ne touche le cou de la femme que la France en était venue à mépriser, son destin était déjà scellé. Mettre fin à sa vie ne suffisait pas. Son identité devait être effacée, transformée en un spectacle public d'humiliation. Marie-Anne-Twinette, l'archiduchesse d'Autriche autrefois radieuse, qui avait illuminé les halls de Versailles de son rire, était désormais forcée de parcourir le chemin à l'envers, de la splendeur d'un trône doré jusqu'à la charrette en bois réservée aux condamnés. Si vous êtes attiré par l'histoire réelle où l'innocence est détruite en silence, abonnez-vous. Ce n'est pas un mythe. C'est la lente destruction d'une jeune femme que le monde a choisi de haïr. Avant les cris, avant la lame, Mariannette n'était qu'une jeune fille, effrayée, isolée et déjà condamnée. Commentez d'où vous regardez et restez avec moi. Car son exécution n'était pas la tragédie. Ce qui l'a précédée était bien pire. Aux premières heures du 2 août 1793, alors que Paris se cachait encore sous un lourd silence, elle fut arrachée des bras des siens. Séparée de ses enfants, privée même d'un instant de réconfort, elle fut emmenée à la conciergerie, une prison humide et ombragée que les Parisiens surnommaient sinistrement la salle d'attente de la guillotine. Il n'y avait plus de reine, seulement la prisonnière numéro 280. Sa nouvelle cour se composait de rats, de murs de pierre suintants et de 2 gardes qui la fixaient sans cligner des yeux. Chaque mouvement était consigné, chaque petite tentative de dignité bloquée. Les heures se fondaient les unes dans les autres, sous le dégoulinement constant du plafond, mêlées au chuchotement étouffé des autres prisonniers attendant leur tour dehors. Et tandis que la Révolution hurlait au-delà de ces murs, tandis que les gens qui s'étaient autrefois inclinés devant ses soies exigeaient maintenant son exécution, une autre histoire se déroulait dans cette cellule. L'histoire de la femme derrière le symbole. Une femme forcée d'affronter non seulement la mort, mais une tentative délibérée de briser son esprit avant qu'elle n'atteigne l'échafaud. Voici l'histoire de ce qu'ils ont fait à Marie-Antoinette avant que la guillotine ne la réclame. Une histoire où l'humiliation a affronté la dignité et où, dans l'endroit le plus improbable, elle a découvert sa dernière couronne dans l'endurance silencieuse de la souffrance. Le temps ne suivait plus les horloges. Il était mesuré par le bruit sourd des bottes des gardes et le murmure lointain de la Seine frôlant la pierre. Mariannette vivait dans une cellule étroite et trempée où l'humidité collait à tout. Les murs, les couvertures, même sa propre peau. Un tas de paille lui servait de lit. Une seule bougie était devenue son unique compagne. Un paravent en bois divisait la pièce en deux, et derrière, elle était censée s'habiller et se déshabiller. Mais même ce faible lambeau d'intimité lui était interdit. 2 soldats montaient la garde jour et nuit, lui refusant le droit de ne pas être vue. Elle dormait sous leurs yeux. Elle mangeait sous leurs yeux. La surveillance n'était pas seulement du contrôle. C'était un rappel qu'elle n'était plus reine, plus mère, à peine considérée comme humaine, juste un corps sous bonne garde. Les nouvelles de l'extérieur se perdaient en murmures déformés, des échos d'un monde qui avait continué sans elle. Pourtant, un souvenir restait douloureusement vivant. Une blessure qui refusait de se refermer, le souvenir de son fils, Louis-Charles. Seulement un mois plus tôt, dans la prison du Temple, des révolutionnaires avaient fait irruption dans sa chambre après minuit, à la recherche du petit prince. Marie-Antoinette s'était jetée sur lui, suppliant désespérément. Il n'est qu'un enfant. Ses cris ne signifiaient rien. Les gardes l'avaient arraché à lui, tandis que le garçon, terrifié de 8 ans, était traîné loin de ses bras. Ses cris étaient trop restés prisonniers de son esprit, rejouant sans fin dans l'obscurité. Elle ne le reverrait plus jamais. Quelque chose en elle s'était brisé cette nuit-là. Pas la reine, mais la mère. Parmi la poignée d'objets qu'elle cachait aux gardes, elle gardait un minuscule portrait de son fils et une mèche de ses cheveux glissée dans son corset. C'était sa relique, la dernière braise de chaleur dans un monde figé par la fureur. Sa seule source de bonté humaine était Rosalie Léolaïeil, une jeune servante assignée à s'occuper d'elle. Rosalie avoua plus tard que la reine ne s'effondrait que lorsqu'elle parlait de ses enfants. Alors, la façade royale tombait,
révélant une mère dévastée murmurant les noms de ses enfants comme une prière. Même cette vulnérabilité était devenue un jeu pour ses geôliers. Il la raillait, la provoquait avec des commentaires grossiers, riait de son mari exécuté. Chaque insulte était destinée à la blesser. Chaque silence était sa tentative de résister. Mais dans cette cellule suffocante, entourée d'hostilité, Mariannette commença à transformer sa douleur en défi. Elle apprit à bouger lentement, à parler doucement, à ne montrer aucune peur. Ceux qui la surveillaient s'attendaient à une femme brisée. Au lieu de cela, ils virent quelqu'un qui, même dépouillé de sa couronne et de son titre, portait encore une étrange autorité tacite. Parfois, quand les autres dormaient, elle fixait la flamme tremblotante de sa bougie. Dans sa faible lueur, elle revoyait toute sa vie, les grands bals, les robes brodées, ses enfants riant dans les jardins du palais et la marée montante de ressentiment qui avait enflé juste à l'extérieur de Versailles. Quand tout avait-il commencé à se défaire? Quand avaient-ils cessé d'être des gens pour devenir des symboles de haine? Aucune réponse n'arrivait, seulement l'aube, et avec elle, un autre jour dans ce petit cercueil de pierre. Au-delà des murs, elle entendait les marchands de la ville crier, les tambours révolutionnaires, les cloches lointaines de Notre-Dame, lui rappelant que la vie continuait sans elle. Et ainsi, 76 jours passèrent, 76 aubes sans espoir. Durant ces longues semaines, la femme autrefois méprisée par toute une nation fut dépouillée de tout ce qui la rendait humaine. Pourtant, de ce dépouillement, quelque chose d'inattendu se forma, un calme presque sacré, une dignité qui n'apparaît que chez ceux qui ont déjà tout perdu et n'ont plus rien à craindre. Puis, en octobre, la porte de la cellule s'ouvrit à nouveau. Cette fois, non pour lui prendre un enfant, mais pour l'emmener à son procès. Dans les heures sombres précédant l'aube du 14 octobre 1793, la porte de fer s'ouvrit à nouveau. Cette fois, ce n'était ni pour la nourriture, ni pour de nouvelles moqueries des gardes. Cette fois, c'était pour la traîner devant la version révolutionnaire de la justice, une justice déjà gravée dans la pierre bien avant qu'elle n'entre dans la salle. Mariannette fut conduite à travers les couloirs de la conciergerie, entourée de soldats armés. Leurs bottes faisaient écho contre la pierre comme des tambours funèbres lointains. Elle portait la même robe noire qu'elle avait utilisée pour porter le deuil de son mari exécuté. Pourtant, ses pas restaient calmes, presque déconcertamment composés. Des gens l'observaient depuis des coins d'ombre. Certains crachaient des insultes, d'autres se contentaient de fixer, partagés entre la crainte et la fascination. Le tribunal révolutionnaire, bondé de spectateurs, ressemblait plus à une scène qu'à une salle d'audience. Des torches vacillantes éclairaient les visages des juges, rigides et impassibles comme du marbre sculpté. Et en face d'eux, sur un simple banc de bois, était assise la femme qui avait autrefois été reine de France. Plus de bijoux maintenant, plus de couronne, seulement une silhouette fine et pâle, avec une dignité spectrale qui refusait de s'éteindre. L'accusateur public, Antoine Quentin Fouquier-Tinville, ouvrit les débats d'une voix faite pour le spectacle. Ses mots dégoulinaient de malveillance. Chaque phrase était conçue pour provoquer des rugissements de la foule. Il énuméra les accusations avec une précision théâtrale: trahison, conspiration avec les ennemis étrangers, dilapidation de l'argent de la nation, corruption des mœurs de la France. Chaque phrase déclenchait des vagues d'acclamations, de huées et de poings frappés. Mais personne ne se souciait des faits. La Révolution avait besoin d'un vilain, d'un corps sur lequel épingler des années de faim, d'impôts et de guerre. Et elle était l'emblème choisi. Mariannette, privée d'un véritable avocat et sans temps pour préparer sa défense, ne parlait que lorsqu'on l'y autorisait. Sa voix était douce, mais ferme. Elle nia les charges, non pas avec indignation, mais avec l'épuisement de quelqu'un qui savait déjà que l'issue ne pouvait être changée. Les témoins défilèrent les uns après les autres. Certains récitaient des contes tirés directement de pamphlets haineux. D'autres inventaient des histoires sur le moment. Ils parlaient de festins décadents, de banquets moqueurs,
d'excès à Versailles. Le public hurlait son approbation, se nourrissant de chaque scandale inventé. Puis vint l'accusation qui glaça toute la salle. L'accusateur brandit une feuille de papier, fit une pause dramatique et annonça la charge la plus vile de toutes, qu'elle avait commis l'inceste avec son propre fils. Un silence glacial envahit le tribunal. Même certains révolutionnaires endurcis baissèrent le regard. La nouvelle se propagea dans la galerie. Le petit Louis-Charles, arraché de ses bras des mois auparavant, avait été contraint de signer de faux aveux. On lui avait fait répéter des phrases horribles qu'il ne pouvait même pas comprendre. Des phrases conçues pour briser la mère qu'il aimait. Un instant, Mariannette ne bougea pas. Elle semblait sculptée dans la pierre, regardant dans le vide. Les juges attendirent. Les spectateurs retinrent leur souffle. Puis elle se leva. Elle ne regarda pas l'accusateur ni le jury. Au lieu de cela, elle se tourna vers les femmes du marché, les mères, celles-là même qui avaient marché vers elle pour réclamer du pain. Et d'une voix claire comme une cloche, elle dit seulement « J'en appelle à toutes les mères qui sont ici. » Elle n'avait pas besoin d'autre explication. Une onde parcourut la foule. Murmures, exclamations, même des larmes. Pour un instant, la caricature monstrueuse des pamphlets disparut, remplacée par la vérité. Une mère séparée de son enfant, humiliée au-delà de toute compréhension. Fouquier-Tinville, furieux du changement d'ambiance, frappa du poing sur la table et força la procédure à continuer. Mais quelque chose s'était fissuré. Une lueur de culpabilité, ou peut-être d'humanité, traversa quelques visages dans la salle. Marie-Antoinette se laissa retomber sur son siège, épuisée. Ce seul instant avait pris le dernier de ses forces. Le procès traîna pendant 2 jours, un spectacle soigneusement chorégraphié du pouvoir révolutionnaire. Chaque question, chaque témoin, chaque morceau de preuve faisait partie d'une performance dont la fin avait déjà été écrite. À l'aube du 16 octobre, les juges annoncèrent le verdict, coupable de haute trahison. La sentence, la mort par la guillotine. Le greffier demanda si elle avait quelque chose à dire. Elle secoua simplement la tête et murmura « Que pourrais-je ajouter ?» La farce était terminée. Pourtant, à ce moment-là, son acceptation silencieuse devint sa propre forme de résistance. Pas de cris, pas de supplications, pas d'amertume. Seulement une femme se tenant plus droite que les hommes qui l'avaient condamnée, comme si son silence portait plus d'honnêteté que tout ce qui avait été prononcé dans la salle d'audience. Cet après-midi-là, elle fut reconduite à sa cellule. Derrière elle restaient les acclamations, les accusations, les cris triomphants de la foule. Devant elle, la dernière matinée de sa vie. La nuit tomba sur Paris le 15 octobre 1793, jetant un calme trompeur sur la cellule numéro 280 de la conciergerie. Le silence était si lourd que même l'eau qui dégouttait semblait être une horloge marquant ses dernières heures. Marie-Antoinette revint de son procès, pâle et tremblante. Pourtant, son regard semblait étrangement paisible. Non la paix de l'espoir, mais celle de quelqu'un qui avait pleinement accepté la fin. Rosalie, sa fidèle servante, resta près d'elle. Elle lui offrit du bouillon et du pain. La reine refusa avec un doux sourire. « Je n'ai plus besoin de rien, mon enfant. Tout est fini pour moi. » Pendant longtemps, elle s'assit à la petite table en bois, regardant les ombres danser sur le mur humide. La scène murmurait au dehors. Les gardes faisaient les 100 pas derrière la porte. Puis elle prit une plume et une feuille de papier. Sa main tremblait, mais son écriture restait ferme. Elle écrivit une lettre à sa belle-sœur, Madame Élisabeth, la seule personne à qui elle se sentait encore liée par une affection sincère. Et dans cette lettre, elle n'écrivit rien de la vengeance, de la peur ou de l'injustice qu'elle avait endurée. Elle écrivit sur le pardon. Elle supplia sa belle-sœur de veiller sur sa fille, de prier pour le petit Louis-Charles et de ne jamais le tenir responsable des mots qu'on l'avait forcé à répéter. Il avait été égaré, utilisé comme un pion par ceux qui voulèrent la tourmenter. Son ton s'adoucit. « Dites-lui que je ne lui en veux pas. Dites-lui que je prie pour lui. Dites-lui que même au ciel, je serai encore sa mère. » À chaque phrase,
C'était comme si son esprit se détachait lentement de son corps fatigué. La lettre devint son testament moral, son dernier murmure au monde. Mais son message n'atteignit jamais les mains destinées. Les révolutionnaires la saisirent et l'enterrèrent dans leurs archives de haine, où elle resta cachée pendant plus de 2 décennies avant d'être découverte. Quand elle reposa la plume, elle fixa la bougie qui s'accrochait à peine à la vie. La cire fondue coulait sur la table comme des larmes. Rosalie le remarqua aussi et s'effondra. « Ne pleure pas, lui dit doucement la reine. Il faut mourir comme on a vécu, décemment. » Les pas de minuit revinrent. L'ordre final était arrivé. Les gardes le communiquèrent d'un ton si froid et si ordinaire que cela aurait pu être une annonce pour le petit déjeuner. Mariannette se contenta de hocher la tête. Pas de demande de grâce, pas de tremblement de peur. Avant qu'ils ne referment la porte, elle demanda un moment seule. Agenouillée, elle pria, non pour elle-même, mais pour ses enfants. À ce moment, elle n'était plus un symbole, plus une monarque. Elle était simplement une mère se préparant à lâcher prise. Au moment où elle se releva, l'aube glissait par la fissure du mur. Paris se réveillait, indifférent à son chagrin. Dans les rues, les gens parlaient de pain, de politique et de l'exécution à venir, inconscients que la femme qui avait autrefois été le centre de la plus grande cour d'Europe rajustait tranquillement ses cheveux, essuyait ses joues et se préparait avec un calme inquiétant à la mort. Avant de sombrer dans un bref sommeil, Rosalie l'entendit murmurer « Que Dieu me donne la force de mourir avec courage ». Puis la bougie s'éteignit. Sa lueur finale plana dans l'obscurité, comme une promesse qui s'efface. Quand la cellule fut engloutie par la nuit, Mariannette ne rêva pas, elle attendit simplement. Au lever du soleil, le claquement des verrous marqua la fin de l'attente. Le jour était venu, le jour où la femme la plus haïe de France allait montrer une dernière fois la force de son âme. Le matin du 16 octobre 1793, Paris s'éveilla sous un lourd brouillard glacé, comme si même le ciel hésitait à être témoin de ce que les heures à venir apporteraient. Dans la cellule 280, l'ancienne reine s'agitait avant l'arrivée des gardes. Elle n'avait dormi que quelques minutes, la tête reposant sur la même table où la lettre non lue était toujours posée. Rosalie apparut, les yeux gonflés, avec une tasse d'eau. « Voulez-vous un petit déjeuner, votre majesté ?» Mariannette secoua doucement la tête. « Non, une fois que je serai partie, je n'aurai plus besoin de rien. Mon âme s'est assez nourrie de chagrin. » Précisément à 6 heures du matin, les serrures actionnèrent. La porte s'ouvrit. Le geôlier annonça brutalement « Il est temps ». 3 hommes entrèrent derrière lui, un greffier, un officier de la garde nationale et le bourreau, Charles-Henri Sanson, accompagné de ses assistants. Tout avait été organisé dans les moindres détails, un rituel pour lui arracher ses derniers fragments de dignité. Un garde l'informa qu'elle devait changer de vêtements. L'ordre était simple, retirer la robe de deuil noire qu'elle portait depuis la mort de son mari. Cette robe était plus qu'un tissu, c'était sa mémoire, son symbole, le dernier lien la rattachant à la vie qui lui avait été volée. Elle demanda doucement un peu d'intimité. « Monsieur, je vous en prie, accordez-moi au moins cela. » Le garde rit. « Il n'y a pas de reine ici. » Elle fut forcée de se changer derrière un paravent mal placé, tandis qu'il la regardait. Ils lui tendirent une simple robe de lin blanc grossier, la couleur portée par les pénitents au seuil de la mort. Le contraste était impitoyable. La femme qui portait autrefois soie et bijoux avait maintenant l'air presque spectral dans un vêtement qui n'était pas le sien. Quand elle eut fini, Samson s'avança, sa voix plate et détachée. « Vos cheveux doivent être coupés, madame. » Elle ne protesta pas. Elle baissa simplement la tête. Ses mains, autrefois ornées de bijoux et de bagues, se posèrent tranquillement sur sa jupe. Un assistant saisit des ciseaux rouillés et coupa brutalement des mèches de ses cheveux. Des mèches blanches tombèrent au sol, comme des fragments de son passé. Autrefois blonds, ses cheveux avaient pâli en prison, blanchis par le chagrin et le temps. La coupe n'était pas seulement une préparation, c'était un rituel pour effacer sa féminité, l'ultime étape avant l'oubli.
Quand ce fut fini, Samson laissa tomber les cheveux sans un second regard. Un garde s'approcha, tenant une corde épaisse. « Nous devons vous lier les mains. » Mariannette leva les yeux, stupéfaite. « Pourquoi ? Mon mari, le roi, n'a pas été lié. » Sa voix n'était pas rebelle, seulement attristée. Aucune réponse ne fut donnée. Ses poignets furent liés si serrés que la corde mordait sa peau. Elle étouffa un bruit de douleur. Avant de partir, elle formula une demande autrefois inimaginable pour une reine. « Puis-je me soulager un moment ?» Ils hochèrent la tête avec dédain. L'humiliation était complète. Même le plus petit acte humain faisait partie du spectacle. Quand elle revint dans la pièce, les hommes se redressèrent. Samson dit solennellement « Nous devons y aller. » Mariannette s'arrêta devant Rosalie. La jeune femme tremblait, incapable de parler. La reine la regarda avec tendresse. « Ne pleure pas pour moi. J'ai trop souffert pour craindre la mort. Que Dieu te bénisse. » Puis elle se dirigea vers le couloir. Le passage de la conciergerie résonnait de chuchotements, de pas et d'appréhension. À son approche, les gardes retirèrent leurs chapeaux. Personne n'osait croiser son regard. Ce n'était pas de la peur. C'était un respect involontaire. Quelle chose dans sa présence exigeait le silence. Quand elle atteignit le portail principal, elle vit la charrette qui l'attendait, un chariot de bois ouvert et grossier, du même type que celui utilisé pour les criminels et les voleurs. Il n'y avait pas d'exception pour elle. Or, son mari avait été conduit à sa mort dans une voiture fermée. Elle, on l'offrait en spectacle. L'air matinal mordait la peau. Les cloches de Notre-Dame se mêlaient aux cris montants des gens qui remplissaient déjà les rues. Elle monta dans la charrette sans aide, les poignets toujours liés. Un bref instant. Elle leva le visage vers le ciel gris, inspira profondément et murmura des mots que seule Rosalie pouvait entendre. « Maintenant, ma paix commence. » Les portes du palais de justice gémissèrent en s'ouvrant. La charrette commença à rouler à travers la foule. Huées, insultes et rires la poursuivaient, mais elle restait immobile, droite, comme si elle n'appartenait plus au monde des vivants. Son ultime voyage vers la place de la Révolution avait commencé. La charrette en bois grinçait dans les rues de Paris, tirée par 2 chevaux épuisés. La boue tachait ses côtés, ainsi que les traces laissées par les prisonniers précédents. Dedans, Mariannette se tenait droite, le vent tirant sur sa simple robe blanche et ses cheveux fraîchement coupés. Elle ressemblait à la dernière interprète d'une tragédie dont tout le monde connaissait déjà la fin. Le lent trajet de la conciergerie à la place dura un peu plus d'1 heure. Pour les milliers de personnes bordant les routes, cela devint une procession. Ils voulaient être témoins de sa chute, voulaient la voir brisée. Certains lançaient des insultes, d'autres jetaient du pain rassis. « Voilà la veuve Capet !» criaient-ils, « l'Autrichienne, la voleuse de la France !» Pourtant, ce qui troubla la plupart des spectateurs, ce n'était pas sa présence, c'était son silence. Elle ne réagissait pas, elle ne baissait pas la tête, elle ne pleurait pas. Son expression restait composée, sa posture inflexible, son regard fixé au loin. Le vent froid soufflait dans ses cheveux coupés, mais elle demeurait imperturbable. Des artistes et des chroniqueurs écrivirent plus tard que son profil, ce jour-là, ne reflétait pas l'arrogance, mais un calme solennel et troublant. Une femme qui avait déjà fait la paix avec sa faim. D'un balcon, un jeune homme aux traits aigus observait avec attention. Jacques-Louis David, le peintre de la Révolution, ouvrit son carnet de croquis. Il traça ses contours, le long cou, la mâchoire ferme, les yeux creux mais sereins. Il essayait de capturer non seulement sa silhouette, mais le moment précis où l'histoire et le mythe s'entremêlaient. Ce croquis deviendrait l'une des représentations les plus emblématiques de sa chute. La charrette continua le long de la rue Saint-Honoré, gardée par des lignes de soldats. Les fenêtres s'ouvraient et se refermaient au passage. Certains la regardaient avec une haine ouverte, d'autres avec un respect teinté de culpabilité. Sous le claquement des sabots, les cris des vendeurs et les cloches d'église, la ville semblait retenir son souffle. Une rafale de vent souleva de la poussière.
La charrette tangua violemment sur une pierre. Mariannette trébucha, faillit tomber. Une vague de murmures parcourut la foule. Mais sans aide, elle se redressa, relevant le menton comme si rien ne s'était passé. À proximité, les femmes du marché, ces mêmes femmes qui avaient autrefois marché sur Versailles pour réclamer du pain, la regardaient attentivement. Certaines ricanaient cruellement, d'autres fixaient en silence. « Elle n'a pas l'air effrayée », chuchota l'une. « Peut-être qu'elle n'a plus rien à perdre », murmura une autre en retour. Le voyage semblait interminable. Le bruit de la ville s'écrasait autour d'elle comme une tempête. Pourtant, à l'intérieur, elle était calme. Alors que la foule voyait une reine humiliée, elle ressentait quelque chose de différent, d'inattendu. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre, libre de la cour, de la politique, des rumeurs venimeuses, des attentes, même de la peur elle-même. Puis la charrette tourna un dernier coin et la scène s'ouvrit devant elle, la place de la Révolution. Au centre, se dressant contre le ciel pâle, se trouvait la guillotine. Son cadre en bois sombre et sa lame métallique étincelante découpaient une silhouette rude dans la lumière de midi. Une foule immense pressait autour de l'estrade, bourdonnante d'anticipation. Leur murmure se transforma en rugissement. Marie-Antoinette leva le menton. Un instant, tout le reste disparut. Le vent caressa son visage, et dans ce chaos, une tranquillité inattendue l'envahit. Elle comprit que tout ce qu'elle avait été, reine, épouse, mère, prendrait fin sur cette plateforme en bois. Mais elle savait aussi que son histoire n'appartenait plus aux hommes qui l'avaient traînée là. La charrette s'arrêta. Le bourreau Charles-Henri Sanson descendit le premier, suivi de ses assistants. L'un d'eux lui tendit la main pour l'aider à descendre. Elle croisa son regard et répondit doucement « Non, merci, je peux me débrouiller seule. » Avec les poignets liés et les pieds fermes, elle descendit de la charrette sous les tonnerres de la foule. Chaque pas vers l'escalier en bois résonnait comme les notes finales d'une symphonie tragique. La place tonnait de cris, de poings levés, de rires moqueurs et de la fascination glacée qui survient quand une époque meurt devant des milliers de témoins. La guillotine se dressait au-dessus, silencieuse et prête, sa lame étincelant sous le soleil. Mariannette la fixa. Il n'y avait pas de terreur dans ses yeux, seulement un calme remarquable, presque surnaturel. Elle monta les marches lentement. Ses mains liées rendaient ses mouvements tremblants, mais elle refusa toute assistance. Le bourreau Sanson s'avança pour la guider, et à cet instant, le destin joua son dernier tour cruel. Alors qu'elle se tournait, son pied effleura le sien. Un instant, tout sembla se figer. Le bourreau la fixa, interloqué, juste avant qu'elle ne prononce ses derniers mots. Claire, douce, presque gentille. « Pardonnez-moi, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. » Pas de cri, pas de malédiction, pas de supplication désespérée. Juste une excuse, si simple, si humaine, qu'elle stupéfia même ceux qui étaient y venus célébrer sa mort. Ce petit geste humble devint son dernier triomphe. Dans ce seul souffle, la femme dépouillée de sa couronne, de ses enfants, de son identité, même de son nom, reconquit la seule chose que ses ennemis ne pourraient jamais confisquer, sa dignité. Les assistants l'allongèrent sur la planche en bois. L'air autour de l'échafaud se tendit d'anticipation. De quelque part dans la foule, une voix éclata. « Vive la République !» Des milliers répondirent à l'unisson. Sanson donna le signal. Le mécanisme claqua. Un son métallique dur. Un battement de cœur plus tard. La lame tomba avec une précision impitoyable. Son corps s'immobilisa. Le bourreau saisit sa tête par ses cheveux pâles, la soulevant devant les masses. Une acclamation violente roula à travers la place. Vive la nation, vive la liberté. Pour eux, c'était la victoire de la Révolution. Pour elle, c'était la délivrance. Certains témoins chuchotèrent plus tard qu'ils avaient vu quelque chose d'inhabituel, une expression de paix sur son visage, un calme qui semblait intact malgré la violence. D'autres affirmèrent que le ciel s'était assombri quelques instants après la chute de la lame, comme si toute la ville retenait son souffle. Son corps fut placé dans une charrette couverte,
aux côtés des restes de ceux exécutés avant elle. Pas de rite, pas de prière, pas de cercueil. Elle fut emmenée au cimetière de la Madeleine et jetée dans une fosse commune parmi des inconnus. Il n'y avait pas de fleurs pour marquer l'endroit, pas de croix pour honorer son nom, seulement de la terre et du silence. La foule finit par se disperser. Le bruit sourd des bottes en marche s'évanouit, ne laissant que l'écho creux de la trappe de la guillotine qui se refermait. Sur les balcons et les toits, certains s'attardèrent, fixant l'espace vide où une reine était tombée, incapable de saisir que l'histoire venait de basculer. Mais son histoire ne s'arrêta pas là. Il l'avait enterrée comme une criminelle, mais son souvenir refusa de rester sous terre. Cette silencieuse excuse à son bourreau, murmurée face à la mort, se transforma lentement en un symbole, une preuve que même dans les profondeurs de la cruauté, l'humanité peut perdurer. Mariannette, la reine étrangère, rendue responsable de tous les malheurs, mourut avec une grâce qu'aucune lame ne put détruire. La guillotine prit sa vie, mais pas son esprit. Au moment où l'acier frappa son cou, sa dignité s'éleva au-dessus du rugissement de la foule, au-dessus de la haine, au-dessus de sa propre époque tragique. Dans cette seule seconde, son éternelle seconde, elle reconquit son vrai trône. La place se vida, les cris s'éteignirent. Sous le ciel gris de Paris, l'échafaud se dressait, silencieux. Son corps, anonyme désormais, fut transporté au cimetière de la Madeleine, où des tombes sans nom engloutissaient les victimes de la Révolution. Reines, voleurs, étrangers, tous égaux sous le poids de la terre. Pendant des années, personne ne put dire où elle reposait. Son nom disparut des registres officiels, délibérément effacé. Les révolutionnaires croyaient avoir clos son histoire pour toujours. Mais les symboles ne peuvent être enterrés. Le temps passa, et sa mort commença à prendre la forme d'une légende. On disait qu'après son exécution, un jeune sculpteur avait été convoqué pour capturer ses traits. Marie Grossholtz, qui deviendrait plus tard Madame Tussaud, modela son visage en cire et en plâtre. Un geste né de l'art et d'une fascination morbide préserva son effigie longtemps après que ses ennemis furent retournés en poussière. La Révolution dévora beaucoup de ses propres créateurs. Robespierre tomba, les tribunaux se dissolurent, le tonnerre de la guillotine s'évanouit. Et tandis que la France cherchait son identité parmi les cendres, les victimes se transformèrent lentement en martyrs. En 1815, plus de 20 ans après sa mort, le frère de Louis XVI, désormais roi Louis XVIII, ordonna des recherches pour retrouver les restes du roi et de la reine, dans un coin oublié du cimetière de la Madeleine. Enfoui parmi une terre durcie et des eaux anonymes, deux squelettes furent découverts. L'un, identifié par des lambeaux de tissu blanc et des poignets liés, fut reconnu comme étant celui de Marie-Antoinette. Ses restes furent finalement transférés à la basilique Saint-Denis, lieu de sépulture des rois de France. Enfin, la reine à qui on avait refusé une tombe en reçut une. Pourtant, même cela ne fut pas la véritable conclusion de son histoire, car au-delà des monuments, au-delà des accusations et des mythes, quelque chose de plus profond survécut, le paradoxe d'une femme qui incarna à la fois le privilège et la souffrance. Mariannette n'était ni une sainte, ni le monstre que ses ennemis imaginaient. Elle était le reflet d'une époque remodelée par la peur et la fureur. Ceux qui tentèrent de l'effacer finirent par lui donner une étrange immortalité. Son dernier acte, une excuse à l'homme même qui s'apprêtait à la tuer, perdure comme une leçon silencieuse. La compassion peut être une forme de résistance. Ainsi prit fin la vie de la reine qui perdit tout. Son trône, ses enfants, son identité. Et pourtant, dans le dernier battement de cœur quand l'acier rencontra la chair, elle gagna la seule chose qu'aucun pouvoir sur terre ne peut voler, la dignité. Des siècles passeront, les empires s'effondreront, les noms seront oubliés, mais dans chaque récit de pouvoir et de chute, dans chaque écho d'injustice, il restera un murmure. Il fut une fois une femme qui répondit à la haine du monde avec grâce. Si cette histoire vous a ému, soutenez la chaîne en vous abonnant et en aimant la vidéo. Mariannette a été jugée pendant des siècles, mais rarement comprise. Partagez vos réflexions à son sujet dans les commentaires.
L'histoire se souvient d'elle comme d'un nom. De quoi vous souvenez-vous en elle?